merci beaucoup de votre présence et merci au CLIC Grenade-les-Prés, dont je fais partie du territoire, j'en suis très fière, de cette initiative que je trouve particulièrement formidable. Dans ces moments où on évoque beaucoup le vivre ensemble et parfois on ne le pratique pas, et dont je trouve que cette initiative est particulièrement bienvenue. Ce que je vous propose, ce n'est pas de faire de l'argent, comme Duncan, mais c'est de revenir peut-être sur quelque chose de plus immatériel, mais malgré tout extrêmement fondamental. Et la question que j'ai envie de poser ce soir, c'est à quoi sert l'histoire? Peut-être certains d'entre vous dans la salle pensent que l'histoire ne sert à rien. Et il est vrai que même moi, parfois, je me dis que l'histoire ne sert à rien lorsqu'on voit des agressions, des guerres, des massacres, dont on se lasse parce qu'elles se répètent et dont on se révolte. Mais vous l'avez compris, si je suis ici, ce n'est pas ce choix que je vais suivre, c'est un autre choix, bien évidemment. Le choix de vous dire, en fait, que l'histoire est utile, l'histoire sert dans plusieurs domaines. Elle est utile pour connaître nos racines, elle est utile pour connaître notre territoire, elle est utile pour connaître notre culture. L'histoire, c'est aussi la mémoire de l'humanité. L'histoire, j'ai souvent coutume de le dire, ce n'est pas que le passé. L'histoire, c'est le présent, c'est ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tous, nous construisons l'histoire. Et enfin, le dernier point sur lequel je m'arrêterai, mais il y a d'autres assertions, on pourrait continuer cette liste, c'est que l'histoire est une discipline vivante. L'histoire n'est pas figée, c'est une discipline vivante qui réinterroge en permanence nos certitudes, celles du passé et aussi parfois celles du présent. Je ferai appel pour illustrer ce propos à des exemples tirés de notre territoire, mais aussi de mon histoire personnelle. J'ai la chance de connaître mes racines. Et je dis j'ai la chance en pensant à la souffrance de ceux qui ne connaissent pas leurs racines. Les orphelins, les déplacés, toutes sortes de personnes que nous connaissons autour de nous, mais qui parfois n'osent même pas en parler. Donc je disais que j'ai la chance de connaître mes racines. Moi, je suis d'une famille d'origine espagnole, des immigrés économiques du côté de ma mère qui sont venus en France au début du XXe siècle, des réfugiés politiques du côté de mon père qui était républicain espagnol. Et j'ai souvent coutume de dire que je suis l'enfant d'une famille, mais aussi d'une ville. Et cette ville, c'est Carmaux, dans le Tarn, qui était la ville des mineurs, des verriers, encore plus anciens, du socialisme, qui était incarné par Jean Jaurès, qui était le député de Carmaux. Mais je vais maintenant recentrer un petit peu mon propos et revenir vers Plagnac, et en particulier aussi notre zone de Grenade-les-Prés. Comment connaître notre territoire ? Je vous ai mis ici deux documents. Le premier, c'est une carte à gauche de 1848 et puis une photo aérienne de 1998 qui, toutes les deux, recoupent à peu près le territoire du CLIC Grenade-les-Prés. Ces deux photos et cartes me permettent de vous montrer les éléments structurants de notre territoire, ceux qui demeurent et qui certainement demeureront encore. Le premier élément, bien évidemment, c'est la Garonne que vous avez ici, et on voit parfaitement bien la courbe que la Garonne fait à la sortie de Blagnac, qui a une grande importance par rapport au cours justement de la Garonne au fil des siècles. La Garonne a structuré le territoire de notre commune par une lente glissade d'ouest vers l'est. La Garonne, dans les temps très anciens, coulait là où se trouve l'aéroport. C'est pour ça que c'est tout plat.
là où se trouve l'aéroport. Et petit à petit, au fil des siècles, la Garonne, comme moi, elle a bougé et elle est allée de l'ouest vers l'est, par des mouvements toujours très convulsifs et qui ont causé de très nombreuses difficultés au cours des siècles, en particulier lorsque le problème des digues n'existait pas. Nous avons un deuxième élément structurant de notre territoire qui est toujours là. On le voit extrêmement bien sur la carte de 1848. Pardon, c'est difficile de faire les deux. Donc ici, c'est la route de Grenade que vous distinguez ici au milieu du bâti, puisqu'aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de distinguer, mais la route de Grenade est là. La route de Grenade, ce n'est pas qu'une route. La route de Grenade, elle a été construite vers 1770. Elle était, à cette époque-là, elle faisait partie à cette époque-là d'un très grand plan de construction de voies de circulation mené par les États du Languedoc pour moderniser justement le réseau autour de Toulouse vers les villes les plus importantes autour de Toulouse, voire vers les petites villes, ici en l'occurrence Grenade, qui était Grenade-sur-Garonne, qui était un port important sur la Garonne. Et cette voie de circulation, elle a été construite en fait de manière rectiligne, elle est quasiment toute droite jusqu'à Grenade, elle évite les villages, elle est au milieu des champs, parce que sa fonction n'était pas de relier des villages, mais de permettre l'acheminement du commerce, du grain en particulier, et l'acheminement du bois. Voilà pourquoi cette partie de notre histoire est extrêmement importante. Là, le troisième élément et le dernier que je voulais vous montrer, c'est cette zone ici, que vous retrouvez ici bien sûr, qui est la zone des 15 sols, qui occupe une très grande partie de notre zone de Grenade-les-Prés. Cette zone, on appelle ça le parcellaire des 15 sols. Vous le voyez avec cette forme de champ sous forme de toile bayadère. Cette forme de champ s'est fixée il y a très longtemps, en 1791, quand, après la Révolution française, au début de la Révolution française, il y a eu la vente des biens communaux. Et cette vente des biens communaux à Blagnac s'est traduite en particulier par la vente de parcelles dans cette zone à 290 propriétaires, et quasiment le parcellaire n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui, où la mairie est en train de refonder de manière à avoir des propriétés un peu plus importantes, mais la forme des champs demeure. Et très paradoxalement, c'est parce que cette zone était une zone profondément inondable et dont il était dangereux d'y vivre que cela a été protégé. Aujourd'hui, cette zone est protégée, la zone de la ripisylve de la Garonne est classée Natura 2000, et donc c'est une zone qui a vocation aujourd'hui à être une zone maraîchère. Mais la construction même des champs, c'est pour nous, historiens, un vrai monument historique, et nous y sommes très attachés. Alors, je vous disais aussi que l'histoire, c'est la mémoire de l'humanité. Nous sommes tous en train de vivre une pandémie mondiale. Et bien évidemment, les historiens n'ont pas manqué de la comparer aux épidémies du passé. C'est une activité utile, je dirais, lorsque parfois on souhaite un peu se comparer, même si comparaison, je le sais, n'est pas raison. La première remarque que je ferai, c'est que par rapport aux chiffres de morts, certes trop importants de la pandémie de Covid-19, les chiffres des morts des épidémies du Moyen-Âge, du XVIIIe siècle, voire même de la grippe espagnole, n'ont rien à voir. On est là sur des chiffres absolument terrifiants, où parfois on a un tiers ou la moitié des villes ou des provinces qui mouraient lorsqu'il y avait certaines épidémies. Donc, les historiens comparent ce qui est comparable, mais il y a des dissemblances, je le dis, mais parfois il y a des ressemblances qui peuvent prêter à sourire, mais j'ai voulu traiter la pandémie, c'est un sujet grave, peut-être un petit peu plus par un détail de ressemblance entre deux périodes, entre ces périodes-là, par le biais de ce document, de ces deux documents. Deux documents qui sont des attestations de déplacement. Le premier, vous le connaissez par cœur,
puisque c'est l'attestation de déplacement dérogatoire qui a été mis en place à partir du décret du 16 mars 2020. Ce n'est pas le premier, hein, c'est pas première attestation de déplacement, c'est celle de la dérogatoire. Mais vous ne connaissez peut-être pas celui de gauche. Celui de gauche, c'est une attestation de déplacement qui a été établie pendant l'épidémie de peste de 1720. Cette épidémie de peste est qualifiée d'épidémie de peste de Marseille, hein, dans l'histoire, parce que c'est un bateau arrivant du Moyen-Orient, d'Égypte ou de Turquie, arrivant au port de Marseille, qui transportait en fait la peste. La peste s'est transmise à Marseille, ça a été une vraie catastrophe, et s'est répandue en Provence. Et à cette époque-là, les États du Languedoc, rappelez-vous, je vous ai parlé des États du Languedoc tout à l'heure pour la construction du réseau de la route de Grenade, a décidé de mettre en place une barrière sanitaire entre la Provence et le Languedoc, un peu sur le Rhône, un peu des deux côtés du Rhône. Et là, nous avons une attestation de déplacement qui est rédigée par les consuls de Rémoulin, qui est dans le Gard actuel, pour Alexandre Coulon, lui-même était consul d'ailleurs, qui se déplace et qui veut aller à Blazac, c'est aussi dans le département du Gard. Donc, vous voyez à travers ces deux exemples une permanence, en fait, malgré tout, de certaines formes de politique et de surveillance et de sécurité, soyons clairs, qui est malgré tout assez proche. Cette épidémie de peste a été presque, on dirait, une des dernières grandes épidémies de peste en Europe, mais celles du Moyen-Âge en particulier ont été absolument terribles. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'histoire, ce n'est pas que le passé. Et c'est ce qui se construit au présent. En tout cas, c'est ce que je voudrais faire passer, puisque nous sommes là ensemble, et j'ai bien senti la philosophie des animateurs du CLIC, de faire que chacun d'entre nous soyons ensemble et nous travaillons ensemble. Donc nous participons tous à la construction de l'histoire. Nous sommes des acteurs de l'histoire, et là en particulier dans l'exemple que je vais développer, nous sommes des acteurs de la construction de la démocratie. Le document que je vais vous montrer ici, c'est un document qui est conservé aux archives municipales, c'est un de nos plus précieux documents. Pourquoi? Parce que c'est la signature du procès-verbal de la première élection du maire de Blagnac, premier maire de Blagnac, qui s'est passé en 1790. Nous sommes là au début de la Révolution française. L'Assemblée constituante, à la suite des États généraux, a décidé l'abolition des droits féodaux, la nuit du 4 août, et a décidé d'une nouvelle organisation territoriale de la France. Elle a créé, cette Assemblée constituante, 44 000 communes, dont la commune de Blagnac, et a décidé qu'à la tête de cette commune, il devait y avoir un maire et que ce maire devait être élu. Donc l'élection s'est passée au mois de novembre 1790, ici, dans cette chapelle, parce qu'il n'y avait pas de mairie assez grande pour recevoir, de salle assez grande pour recevoir, et donc l'événement s'est passé ici, dans la chapelle Saint-Exupère. Il y a eu, retenez bien le chiffre, 180 votants. Ces 180 votants étaient qualifiés de citoyens actifs, c'est-à-dire des citoyens qui payaient les impôts. Bien sûr, ne soyons pas étonnés, ils n'étaient que des hommes. Les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, bien évidemment. 180 votants sur une population de 1187 habitants, pour vous donner un peu une proportion, puisque je vais ensuite comparer à l'événement récent qui s'est passé dimanche dernier. Vous avez ici, sur la signature, le nom de François Cantaire. Vous voyez maire, Cantaire, maire. Il a battu le procureur Dupré, qui est ici. François Cantaire a eu 100 suffrages et M. Dupré 54. Ici, vous avez la signature de tout le bureau,
comme on fait quand on tient un bureau de vote, du secrétaire, du greffier, vous voyez le secrétaire greffier ici, voilà, vous le voyez ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu les rues de Blagnac, vous savez certainement que la rue qui vient de l'école, l'ancienne école, donc de la mairie jusqu'ici, cette rue s'appelle la rue François Cantaire, parce que l'élection s'est passée ici. Maintenant, je vous invite à faire un saut de 232 ans. Aujourd'hui, on arrive aujourd'hui. Vous avez ici un document récapitulatif des élections présidentielles au premier tour à Blagnac. Donc, mon objectif est de vous permettre de vous arrêter sur ce bloc qui est ici, qui est le nombre d'électeurs inscrits, 16 000 environ, sur une population que nous savons être d'environ 26 000 personnes, 1187, 26 000, 16 000 inscrits et 12 000, vous avez vu un peu plus, votants. Rappelez-vous, 180 votants. Nous sommes la même commune, mais nous sommes différents. Voilà. Et je voulais vous dire un petit peu ce que l'histoire nous apprend sur cette progression fabuleuse de 180 votants à 12 000, pratiquement 13 000 votants. D'abord, il y a eu des évolutions administratives et politiques dans l'histoire de notre pays. Première chose, c'est que le vote, la possibilité d'être un votant, a été déconnectée du fait de payer des impôts ou d'avoir une fortune. Ce qu'on appelle le régime censitaire, qui était à l'œuvre pendant tout le XIXe siècle. Vous pouviez voter si vous aviez une certaine fortune ou si vous payiez des impôts, même un certain niveau d'impôt. La deuxième chose qui est importante à connaître, la date importante, c'est qu'en 1848 a été mis en place le suffrage universel masculin, et dont tous les hommes à ce moment-là ont pu voter. Mais il a fallu attendre près d'un siècle, en 1945, pour que le suffrage universel devienne vraiment universel, puisque les femmes ont été autorisées à voter à ce moment-là. Autre fait qui s'est passé, la majorité légale, qui était à 21 ans dans les années Giscard, est devenue à 18 ans. Tout cela, bien évidemment, a agrandi le taux de la possibilité des votants, mais ce ne serait rien, bien sûr, sans la croissance économique et démographique de notre ville et de notre commune. Nous avons aujourd'hui, je l'ai dit, près de 26 000 habitants, mais sachez que cette progression démographique, en fait, est un événement récent au regard de l'histoire, parce que c'est un événement qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près 2000-2500 habitants à Blagnac, c'est-à-dire on est un gros village. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on est une grande ville, une ville extrêmement importante. En dessous, vous avez le score des 12 candidats. Ce score, c'est nous tous qui l'avons construit. C'est nous tous qui avons décidé qui était le premier, qui était le dernier, qui était qualifié au premier tour et au deuxième tour. Nous sommes tous des acteurs de l'histoire et nous construisons tous l'histoire. Et dernier point donc, que je voulais développer ce soir, c'est que l'histoire, c'est une discipline vivante. C'est une discipline qui critique, qui ne reste pas figée, qui réinterroge en permanence les débats du passé, ceux du présent, mais aussi les certitudes historiques. L'histoire immédiate, nous avons coutume de le dire, est toujours écrite par les vainqueurs. Depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Jules César, ce que nous savons sur la guerre des Gaules, c'est Jules César qui l'a écrit. Ce n'est pas les Gaulois, c'est Jules César, parce qu'il était le vainqueur. Donc, le prisme que nous avons, nous, sur l'histoire de la guerre des Gaules, c'est parce que Jules César est là. Ensuite, des historiens ont travaillé, des archéologues ont travaillé, des psychologues, d'autres recherches, des scientifiques ont travaillé, ont montré par exemple qu'il y avait des structures organisées, que nous n'étions pas, nous les Gaulois, je dis nous les Gaulois, des sauvages absolument incultes. Au contraire, quand on regarde les lieux de culte, on s'apercevait qu'il y avait là une forme de culture. Mais il n'y avait pas l'écriture. Voilà. Donc, les historiens le savent, et donc savent qu'il faut réinterroger chaque fois. Si on regarde bien au niveau du XXe siècle, il y a deux faits essentiels des écoles historiques
l'école des Annales qui a réhabilité la place des classes populaires, des ouvriers dans la construction de l'histoire, et bien sûr la place des femmes dans l'histoire. S'il n'y avait pas d'historiens et d'historiennes entre guillemets féministes, nous ne saurions rien de l'histoire des femmes. Et donc l'exemple que je voulais vous présenter, c'est un exemple qui fait partie de notre histoire à nous, l'association Blagnac Histoire et Mémoire que j'ai l'honneur de présider. Vous avez ici une valise militaire d'un appelé mort à la guerre d'Algérie, Gérard Jean Fano. Il est mort le 15 janvier 1960 à la guerre d'Algérie, il avait 22 ans. Quand il est mort, ses parents ont reçu sa valise militaire, ont mis à l'intérieur toutes ses correspondances, tous les papiers officiels, tous les articles de la dépêche, ses photos, son appareil photo, ses vêtements, ont refermé cette valise pendant 60 ans. Et au bout de 60 ans, nous l'ont donnée. Et quand nous avons ouvert la valise, il y avait à l'intérieur environ 600 correspondances. Grâce à cette valise, notre association a pu enfin travailler sur la guerre d'Algérie. Jusqu'à présent, nous ne pouvions pas travailler sur la guerre d'Algérie parce que parmi nos membres, il y avait des lectures différentes des événements de la guerre d'Algérie. Et c'est grâce à cette valise et au mouvement historique que nous avons voulu mener, nous avons pu nous inscrire dans ce mouvement actuel des historiens, des penseurs, comme Benjamin Stora, qui a fait un rapport sur cette question des mémoires de la guerre d'Algérie, essayer de nous inscrire dans ce mouvement historique des mémoires croisées, des mémoires dépassées, des mémoires apaisées sur la guerre d'Algérie. Voilà, donc l'histoire doit être réinterrogée en permanence, et je crois que c'est ce que nous faisons les uns les autres, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, je vous remercie.